Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les poètes ont fait de l'humilité, non pas un sermon moral, mais plutôt une matière poétique. Comment ils ont transformé cette disposition de l'âme en images, en rythme, en vers, qui murmurent plutôt qu'ils ne proclament. Il y a dans la poésie de l'humilité quelque chose de paradoxal. Comment écrire l'effacement sans s'effacer ? Comment célébrer le petit, le modeste, l'insignifiant, avec la puissance du verbe poétique ? Comment faire de la discrétion un chant du silence, une parole, de l'abaissement une élévation ? Les plus grands poètes, je pense, ont résolu cette énigme non par la théorie, mais plutôt par la pratique. En inventant des formes, des tonalités, des voix, qui incarnent l'humilité dans leur texture même. Imaginez le haïku qui dit l'univers en 17 syllabes. La litote qui suggère au lieu d'affirmer. L'ellipse qui laisse au lecteur le soin de compléter. Imaginez ces vers qui se retirent comme la marée et qui s'effacent pour laisser place au silence, qui renoncent à l'emphase pour la justesse du murmure. Aujourd'hui, nous cheminerons dans ces territoires poétiques où l'humilité n'est pas prêchée, mais est plutôt pratiquée, et où elle devient la forme même du poème, sa respiration, son économie secrète. Je vous propose de commencer notre voyage dans les collines de Toscane, avec Giacomo Leopardi. C'est un poète italien du XIXe siècle, dont le corps difforme cachait une intelligence fulgurante. Son Infinito tient en 15 vers qui accomplissent un prodige. Dire l'immensité depuis la petitesse. Embrasser l'infini depuis une colline provinciale. Toujours cher me fut ce coteau solitaire, murmure-t-il au début du poème. Il ne proclame pas, il confesse doucement une affection pour un lieu modeste, assis derrière une haie qui lui cache l'horizon. Le poète invente, dans son imagination, les espaces infinis qu'il ne peut voir. Et cette humilité du point de vue, je ne vois pas tout, je suis limité, borné par une haie, devient paradoxalement le lieu d'où jaillit la vision de l'infini. Leopardi enseigne ainsi que la vraie poésie n'est non de la prétention à tout embrasser, mais plutôt de l'acceptation lucide de notre perspective limitée. C'est parce qu'il ne voit pas qu'il peut imaginer, et c'est parce qu'il reste cloué sur sa colline qu'il peut voyager mentalement jusqu'aux confins de l'espace et du temps. Traversons maintenant l'Atlantique pour rencontrer Emily Dickinson, dans sa chambre d'Amherst. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'épisode de podcast qui lui est consacré et de lire la recension également qui est présente d'un de ses ouvrages publié, je crois chez Gallimard, je ne sais plus, sur le site voixpoétique.com. Emily Dickinson était cette recluse volontaire qui transforme à quatre murs en un univers. Ses poèmes courts, ramassés, économes de moyens, incarnent à mon sens une humilité formelle remarquable. Elle n'écrit pas d'épopées, pas de longs poèmes fleuves, mais des fragments de 8, 12, 16 vers qui se referment comme des coffrets précieux. Je suis personne. Qui es-tu ? Es-tu personne aussi ? Chanta-t-elle avec une malice presque enfantine dans l'un de ses poèmes les plus célèbres. Cette revendication du statut de personne
inverse tous les codes poétiques de son époque, où le poète se voulait prophète, voyant, et même guide des peuples. Dickinson préfère l'anonymat, elle qui publia de son vivant à peine une dizaine de poèmes, je crois, sur les près de 2000 qu'elle composa. Son humilité ne relève pas de la fausse modestie, mais plutôt d'une conviction profonde. La vraie poésie, eh bien, n'a pas besoin de la publicité. Elle existe pour elle-même, dans le secret d'une conscience qui dialogue avec l'invisible. Volons maintenant vers un endroit auquel je porte beaucoup d'affection, le Japon d'Edo, où Matsuo Basho révolutionne le haïku en lui donnant une profondeur métaphysique nouvelle. Le haïku incarne par sa forme même une humilité poétique. 17 syllabes seulement pour dire le monde. Aucun commentaire, aucune explication, juste la notation brève d'un instant de perception. Le vieil étang, une grenouille y plonge, le bruit de l'eau. C'est certainement le haïku le plus célèbre de Basho, et comme vous avez pu l'entendre, ce haïku ne prétend rien, ne démontre rien, il ne proclame même rien. Il se contente d'enregistrer un événement minuscule avec une précision extrême. Mais dans cette humilité réside justement toute sa puissance. En renonçant à tout commentaire, le poème laisse le lecteur face à l'événement brut et l'invite à y découvrir par lui-même les profondeurs qu'il recèle. Basho pratiquait le karumi, la légèreté, cette qualité poétique, qui refuse la lourdeur des grandes métaphores, la pesanteur des allégories compliquées, pour préférer plutôt cette touche délicate, une forme de trait simple, qui suggère plutôt qu'il n'impose. Et si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite également à découvrir mon deuxième site, au-delà de voixpoétique.com, que vous connaissez bien, le site qui a été lancé au tout début de l'année 2026, au mois de janvier, qui s'appelle heijin.fr. Haijin.fr, et sur lequel je concentre mon écriture, justement, et je vous la livre plus sur ce domaine du haïku. Les heijin étant, pour la petite histoire, justement, le nom donné à ces poètes du haïku au Japon. Remontons donc maintenant vers le nord, jusqu'en Pologne, où Szymborska compose au XXe siècle des poèmes empreints d'une très grande humilité intellectuelle, presque désarmante. Son éloge de ma sœur célèbre une femme qui ne lit pas de poèmes et qui n'a pas de vue sur des questions philosophiques. Mais, loin de mépriser cette existence ordinaire, Szymborska, eh bien, l'admire sincèrement. Son humilité consiste à reconnaître que la poésie, l'art, la pensée abstraite ne constituent pas les seules formes valables d'existence, et que sa sœur, vivant simplement, sans prétention intellectuelle, eh bien, possède peut-être une sagesse que les poètes et les philosophes ont justement perdue. Cette humilité du créateur face au non-créateur inverse, à mon sens, toute la hiérarchie habituelle. Szymborska écrit aussi ce poème magnifique où elle énumère tout ce qu'elle ne sait pas. Combien de fois mon cœur a-t-il battu dans ma vie, je ne sais pas. Cette litanie du non-savoir devient une célébration paradoxale. En acceptant l'immensité de son ignorance, la poétesse se libère de la tyrannie de devoir tout comprendre, tout maîtriser et tout expliquer. Descendons, si vous le voulez bien, maintenant vers l'Argentine, où Jorge Luis Borges, cet érudit prodigieux qui connaissait par cœur des milliers de vers en plusieurs langues, pratique néanmoins une forme singulière d'humilité littéraire. Dans son poème « Le Golem », il médite sur le rabbin de Prague, qui tenta de créer un homme artificiel et finalement échoua. Eh bien, ce récit devient allégorie du poète lui-même, nous qui
créons avec des mots, eh bien, nous fabriquons nous aussi des golems, des créatures imparfaites qui ne capturent jamais l'essence de ce que nous voulions dire. Borges conclut, si l'ouvrage d'un Dieu, j'allais dire, est cet enfant, qui s'appellera golem? Quelles seront les créations de l'élève infidèle d'un Dieu en minuscule? Cette humilité de l'artiste, devant la création, eh bien, reconnaît que toute œuvre humaine reste finalement un balbutiement comparé à la perfection qu'on visait, approximation maladroite de la vision intérieure qu'on portait. Remontons maintenant vers l'Angleterre, où George Herbert, ce poète de la métaphysique du XVIIe siècle, qui abandonna une brillante carrière universitaire pour devenir un simple curé de campagne. Eh bien, il composa des vers d'une humilité formelle que j'ai trouvée tout à fait fascinante. Son recueil, qui se nomme Le Temple, transforme chaque poème en édifice architectural où la forme visuelle, sur la page, mime le contenu. Son poème, L'Autel, se dispose typographiquement en forme d'autel. Les ailes dessinent 2 ailes sur la page. Cette humilité consiste à faire du poème non pas monument à la gloire du poète, mais plutôt offrande posée sur l'autel, objet qui se donne plutôt que sujet qui s'affirme. Herbert invente aussi des formes extrêmement contraignantes, schémas de rime complexes, une strophe entrelacée, et trouve dans ces contraintes non pas des entraves, mais plutôt des stimulants. L'humilité du poète devant la forme, eh bien, devant la forme choisie, libère paradoxalement son inventivité. Glissons maintenant vers la Russie de Anna Akhmatova, cette aristocrate devenue voix du peuple soviétique, malgré elle, qui refuse l'exil que tant d'écrivains choisissent. Rester en URSS stalinienne, quand on pourrait fuir, constitue une forme d'humilité terrible. Accepter de partager le sort du peuple, de ne pas se croire excepté des souffrances communes parce qu'on serait artiste. Son requiem pour les victimes de la terreur naît d'une scène humble. Dans une queue, devant la prison de Leningrad, une femme la reconnaît et lui demande « Pouvez-vous décrire cela ?» Akhmatova répond « Oui, je peux ». Et cette promesse engage toute son œuvre ultérieure. L'humilité, ici, consiste à se faire porte-parole, à prêter sa voix à ceux qui n'en ont pas et à renoncer à parler pour soi, pour parler pour tous. Ces vers simples, dépouillés, renoncent à tout ornement pour dire directement la douleur collective. Cette économie de moyens, ce refus de l'effet poétique au profit de la vérité brute, incarne justement une humilité stylistique au service du témoignage. Et je profite d'une petite parenthèse, puisque je parle de Akhmatova, qui est restée contre vents et marées, dirais-je, en URSS, comme je l'évoquais tout à l'heure, et bien que tous nos grands penseurs d'extrême droite actuels, que l'on entend actuellement dans des bruits dissonants sur tous les réseaux sociaux divers et variés, sur l'intégralité du web et au-delà même d'ailleurs, eh bien, prennent une sérieuse leçon, justement, avec elle. Eux qui fuient aujourd'hui la France, soi-disant sous coup de répression, etc., et nous chantent un grand amour de la France en permanence, qu'ils nous chantent maintenant depuis des terres très lointaines, au-delà même parfois des mers. Si certains écoutent, ce que je doute, ils se reconnaîtront. Je vous propose maintenant que nous nous transportions dans les campagnes anglaises, où William Wordsworth marche des heures quotidiennement, composant ses vers en marchant. Et ces ballades lyriques révolutionnent la poésie anglaise en introduisant le langage ordinaire, les sujets humbles. J'ai voyagé parmi des hommes inconnus, écrit-il, célébrant l'anonymat contre la célébrité, le local contre l'exotique, le simple contre le sophistiqué.
Et son poème, J'irai solitaire comme un nuage, transforme la vision de jonquille sauvage en épiphanie poétique. L'humilité de Wordsworth consiste à trouver dans la nature anglaise, la plus ordinaire, des jonquilles, des marguerites, des haies, une matière poétique aussi riche que dans les paysages alpins, où je vis moi-même, et où les ruines grecques aussi que célébraient ses prédécesseurs. Il refuse également le langage poétique artificiel de son époque, ses dictons poétiques enflés, pour préférer le langage réellement utilisé par les hommes. Cette démocratisation de la langue poétique relève d'une humilité révolutionnaire. Reconnaître que le paysan illettré peut parler une langue aussi poétique que le scholar d'Oxford. Volons maintenant vers la Chine des Song, où Su Dongpo, ce mandarin lettré et exilé plusieurs fois pour ses opinions politiques, compose des si, ces poèmes chantés sur des airs préexistants, contraint de placer ses mots sur une mélodie donnée, suivant un schéma tonal et rythmique fixé. Su Dongpo transforme cette contrainte en liberté. Son humilité consiste à accepter la forme reçue, à ne pas prétendre tout inventer ex nihilo, mais à trouver dans l'obéissance à la tradition les ressources d'une expression personnelle. Ces poèmes évoquent souvent sa vie d'exilé dans des provinces reculées, célébrant les plaisirs simples. Une promenade au clair de lune, une soupe de porc mijotée, avec une sérénité qui refuse l'amertume. Et cette humilité face au revers de fortune fait de lui un poète de l'acceptation. Les choses sont ce qu'elles sont. Inutile de se révolter contre le destin. Mieux vaut trouver la beauté dans ce qui est donné. Descendons maintenant en Inde, où Rabindranath Tagore compose ses Gitanjali, ses offrandes lyriques, qui lui vaudront un prix Nobel. Tagore écrit d'abord en bengali, puis traduit lui-même ses poèmes en anglais, produisant 2 versions dont aucune n'est vraiment l'original. Cette humilité linguistique reconnaît que le sens ne réside pas dans une langue unique, mais circule entre les langues, se transforme, s'enrichit dans la traduction. Ces poèmes courts, limpides, refusent l'obscurité pour la clarté, la complexité pour la simplicité. Quand je te donnais des fleurs, c'était moi que je donnais, chantait-il, avec une transparence tout à fait désarmante. Rien n'est crypté, tout est dit directement. Et pourtant, ces vers simples touchent une profondeur que bien des poèmes hermétiques n'atteignent jamais. L'humilité de Tagore consiste à croire que la vérité poétique peut être simple, qu'elle n'a pas besoin de se masquer derrière des allusions savantes pour être finalement profonde. Allons maintenant vers l'Irlande, où Patrick Kavanagh, fils de paysan devenu poète, célèbre dans The Great Hunger, non pas les héros mythologiques, mais plutôt la vie misérable d'un paysan célibataire dans les campagnes irlandaises. Son réalisme brutal refuse d'embellir, de romantiser la pauvreté rurale. Cette humilité du regard accepte de voir la laideur, la mesquinerie, le rétrécissement des vies paysannes sans prétendre les transformer en idylle pastorale. Mais Kavanagh compose aussi Canal Bank Walk, ce sonnet qui célèbre une promenade le long d'un canal industriel de Dublin, trouvant dans ce paysage prosaïque une beauté qui n'a rien à envier aux sites naturels spectaculaires. Son humilité consiste à accorder une égale dignité poétique aux grands et aux petits, au majestueux et au banal. En Suède aussi, il y a également Thomas Tandstromer. C'était un psychologue qui est devenu poète et qui a composé des vers d'une densité extrême où chaque mot porte un poids d'image et de sens considérable. Ces poèmes courts, ramassés,
refuse le bavardage pour aller justement à l'essentiel. Deux vérités s'approchent l'une de l'autre. L'une vient de l'intérieur, l'autre de l'extérieur. Et là, où elles se rencontrent, on a la possibilité de se voir soi-même. Il a écrit ça dans un poème qui condense en 3 lignes une réflexion philosophique finalement très complexe. Cette économie de moyens relève d'une humilité formelle. Dire seulement ce qui doit être. Ne pas ajouter un mot de trop. Et faire confiance au lecteur pour finalement compléter, pour méditer, et pour poursuivre le chemin que le poème ouvre, sans le parcourir jusqu'au bout. Allons maintenant au Chili, où Gabriela Mistral, institutrice rurale, devenue la première latino-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature, compose des vers qui célèbrent les humbles, les oubliés et les sans-voix. Ces rondes, écrites pour les enfants des écoles rurales, possèdent une simplicité mélodique qui cache une sophistication formelle remarquable. Son humilité consiste à écrire pour ceux qui ne lisent habituellement pas de poésie et à mettre son art au service de l'éducation populaire plutôt qu'au service d'une élite lettrée. Elle refuse l'hermétisme moderniste au profit d'une clarté qui rend la poésie accessible aux paysans illettrés, aux enfants des villages perdus dans les Andes. Remontons maintenant vers la Norvège, où Olav Auge, paysan poète qui cultivait ses pommiers dans un fjord reculé, compose des vers qui respirent l'air des montagnes et sentent la terre retourner. Sa poésie refuse l'urbanité sophistiquée pour la rugosité rurale, les références savantes pour les images tirées du travail agricole. Je passe de la lumière du jour à la lumière du jour, écrit-il dans un poème qui célèbre la simplicité du cycle quotidien sans chercher au-delà. Cette humilité des ambitions, ne pas vouloir tout dire sur l'existence humaine, mais simplement noter un passage de la lumière matinale à la lumière du soir, libère une poésie de la présence pure. Allons maintenant en Grèce, où Yannis Ritsos, ce poète communiste persécuté, emprisonné, exilé pendant la dictature des colonels, compose des milliers de vers malgré les interdictions. Son humilité consiste à continuer d'écrire sans savoir si ses poèmes seront jamais lus et à persévérer dans l'acte poétique par lui-même, non pour la gloire ou la reconnaissance. Ses témoignages alignent des poèmes courts, fragmentaires, qui refusent la totalisation, l'œuvre monumentale, pour préférer l'accumulation de moments brefs, de visions fugaces, de notations rapides. Il y a là une humilité de la forme brisée, qui mime l'impossibilité de dire la totalité d'une expérience historique traumatique. Allons maintenant aux États-Unis, où William Carlos Williams, médecin-poète, qui accouchait des bébés le jour et écrivait la nuit, invente un vers américain libéré de la prosodie européenne. Pas d'idée, sinon dans les choses, proclame-t-il, dans un long poème, son long poème qui se nomme Patterson. Cette humilité phénoménologique refuse l'abstraction pour le concret, la généralité pour le particulier, l'idée platonicienne pour l'objet visible et palpable. Et son poème le plus célèbre, Une brouette rouge, lustrée par l'eau de pluie, à côté des poules blanches. Rien d'autre. Juste cette vision, notée avec précision. L'humilité de Williams consiste à croire que cette brouette rouge mérite autant l'attention poétique que les grandes abstractions métaphysiques. Je vous propose de terminer ce voyage dans les rues de New York, où Frank O'Hara, poète qui travaillait au MoMA, écrit des poèmes entre deux expositions, griffonnées pendant la pause déjeuner, composées en marchant dans Manhattan. C'est
I do this, I do that poems, poème du je fais ceci, je fais cela, refuse la grandiloquence pour le bavardage quotidien, la pause pour la spontanéité. C'est le mi-divin à New York et je descends de l'autobus. Commence l'un de ses poèmes les plus célèbres. Cette humilité du registre, parler de l'autobus et du sandwich plutôt que des idées éternelles, eh bien, démocratise radicalement la matière poétique. O'Hara prouve qu'on peut faire de la grande poésie avec des détails triviaux d'une journée ordinaire à New York, qu'il n'est pas finalement nécessaire d'attendre les grands sujets pour écrire, que la vie telle qu'elle se déroule minute par minute contient déjà toute la poésie nécessaire. En conclusion, nous voici maintenant revenus de ce long périple à travers les pratiques poétiques de l'humilité, des collines toscanes de Leopardi aux rues new-yorkaises d'Ohara, des chambres d'Amherst de Dickinson aux fjords norvégiens de Hodge. Nous avons découvert que l'humilité poétique se manifeste de 1000 manières, dans la forme brève, qui refuse le délayage, dans le langage simple, qui renonce à l'emphase, dans le sujet modeste, qui trouve la profondeur dans l'ordinaire, dans la voix basse, qui murmure plutôt qu'elle ne proclame. Cette humilité n'est pas, à mon sens, une faiblesse, mais plutôt une force d'un ordre particulier. La force de la retenue, de la suggestion et de l'ellipse. Elle libère la poésie de l'obligation d'être monumentale pour lui permettre d'être simplement juste, de toucher au vrai, par la justesse du ton, plutôt que par la grandeur des prétentions. Les poètes nous enseignent que dire moins permet souvent de suggérer plus, que le petit peut contenir l'immense et que le fragment peut révéler la totalité. Alors, que vous reteniez de ce voyage l'invitation à cultiver cette humilité dans votre propre rapport à la poésie. Lire avec modestie, accepter de ne pas tout comprendre immédiatement, faire confiance au poème pour déployer progressivement ses significations. Car la poésie de l'humilité appelle une lecture humble, qui renonce à la maîtrise immédiate pour accepter la lente imprégnation, et qui préfère l'intimité silencieuse à la compréhension bruyante. Ces poètes nous rappellent que la grandeur véritable de la poésie, ne réside pas dans ses prétentions à tout dire, mais dans sa capacité à dire l'essentiel avec économie et à toucher au cœur sans faire de bruit, à transformer notre regard sur le monde sans proclamer qu'elle le fait. L'humilité poétique, c'est cette grâce discrète qui opère dans le silence de la lecture attentive, qui travaille en profondeur plutôt qu'en surface, qui dure quand les effets spectaculaires se sont finalement évanouis. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.